Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La stratégie zéro Covid de la Chine est peut-être en train de pousser la population à bout. Le pays est confronté à un nouveau record de cas. Plus de 31 000 tests positifs quotidiens en moyenne selon les chiffres officiels. Ce matin, on apprend qu'un confinement vient d'être décrété à Zhengzhou. Cette ville héberge le plus grand site de production d'iPhone dans le monde. Et depuis plus d'un mois, ces 200 000 ouvriers sont entrés en rébellion. Le récit du correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Le Belzic. Deuxième jour d'émeute à Zhengzhou, l'usine Foxconn a été en partie occupée cette nuit par plusieurs milliers de manifestants qui demandent le versement de primes exceptionnelles. Ce matin, Foxconn explique qu'une erreur informatique est à l'origine du non-paiement des salaires. Le sous-traitant d'Apple présente ses excuses, mais la colère gronde toujours alors que le site est bouclé. Les 200 000 ouvriers doivent vivre sur place depuis plusieurs mois pour éviter tout risque de contamination au Covid. La police a donné l'assaut ce matin et sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des policiers frapper des manifestants avec leurs matraques. Fin octobre, plusieurs milliers d'employés de l'usine s'étaient échappés, fuyant ces contraintes sanitaires. La production d'iPhone pourrait chuter de 30% cette année. Les autorités viennent d'annoncer que la moitié de cette ville de Zhengzhou, soit 6 millions d'habitants, est placée en confinement, officiellement pour lutter contre la pandémie. Mais évidemment, il s'agit surtout de mettre un terme à ces manifestations. À Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Et la Chine qui confine aussi une partie de la ville de Pékin, elle aussi confrontée à une explosion de cas de Covid. Dans l'actualité internationale également, aux Nations Unies, Volodymyr Zelensky dénonce un crime contre l'humanité commis par la Russie après une nouvelle série de frappes de missiles. Accusation portée à l'occasion de la réunion du Conseil de sécurité. Moscou aurait tiré environ 70 missiles de croisière sur l'Ukraine ces dernières 24 heures. Les infrastructures semblent particulièrement ciblées, entraînant des coupures d'eau et d'électricité. Une partie de Kiev est toujours privée de courant ce matin. À 7h03, retour en France, opération séduction hier pour Emmanuel Macron auprès des maires de France. Histoire de dissiper les malentendus et de rassurer aussi, alors que la crise énergétique frappe les communes de plein fouet. Le chef de l'État a eu l'occasion de prendre le pouls des élus dans les allées du Salon des maires. Un seul diagnostic ne suffit pas toujours. Il en a donc reçu un millier hier soir à l'Élysée. L'occasion de vanter et surtout de défendre sa nouvelle méthode, Arthur Delaborde. Oui, d'abord des remerciements adressés par Emmanuel Macron aux maires. Vous portez la République et vous portez au quotidien, face à toutes les crises, la capacité à tenir, à organiser la vie commune, à apporter des solutions concrètes. Le président a insisté sur la crise énergétique et sur les différentes mesures mises en place pour y faire face, à l'image du bouclier tarifaire. Et ce sont ensuite des paroles de fermeté qu'il a portées devant des élus locaux de plus en plus souvent victimes d'agressions. Certains voudraient nous expliquer qu'il y a une forme de violence qui serait légitime, sous prétexte que tel combat serait légitime plutôt qu'un autre. En démocratie, aucune forme de violence n'est légitime, aucune. Après un premier quinquennat marqué par des relations compliquées avec les maires, Emmanuel Macron a aussi mis en avant sa nouvelle méthode incarnée par le Conseil national de la refondation. C'est un instrument de révolution. Ceux qui veulent mener la révolution doivent se saisir de cet instrument. Ceux qui ne veulent pas s'en saisir ne peuvent pas venir se plaindre ensuite. Le chef de l'État a également évoqué la guerre en Ukraine, faisant part de sa volonté d'associer les maires français à la conférence de soutien à l'Ukraine qui sera organisée à Paris le 13 décembre prochain. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, Emmanuel Macron qui ne prononcera pas le discours de clôture du 104e congrès des maires de France. Elisabeth Borne le fera aujourd'hui à sa place selon un souhait du chef de l'État. L'agenda du jour à l'Assemblée nationale s'annonce chargé. Les députés se prononceront sur l'inscription du droit à l'IVG et à la contraception dans la Constitution. Ils examineront ensuite la proposition de loi qui déchaîne les passions et portée par la NUPES, celle visant à interdire la corrida. 3 jours après la mort d'un agent du fisc tué au cours d'un contrôle, la parole se libère parmi ses collègues et agents de l'État. Ludovic Montuel a peut-être été victime d'un guet-apens. C'est en tout cas l'hypothèse que retient l'enquête. Le procureur de la République s'en est exprimé à ce sujet hier. Cet agent a été mortellement poignardé lundi à Bullecourt dans le Pas-de-Calais. Une mort tragique qui bouleverse l'ensemble de la profession. Les insultes, les menaces, les agressions sont monnaie courante, rappellent les syndicats. Maximilien Carlier a rencontré l'une de ses collègues. Elle préfère rester anonyme et reconnaît un malaise dans son travail. Moi, ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est que l'administration, l'État, prennent conscience que notre métier est difficile. Il faut changer la loi. Il y a des procédures, il y a des possibilités juridiques pour protéger l'ensemble des vérificateurs. On ne peut pas envoyer comme ça les agents des finances publiques chez les gens, parce que le siège social se trouve chez les gens, et les condamner. Et j'espère vraiment que la mort de Ludovic aura malheureusement au moins permis ça.
Aujourd'hui, c'est lui à Arras. Demain, ça sera n'importe qui de chez nous. La violence monte dans notre société. On a souvent l'impression de passer, nous, pour les méchants, alors qu'on fait juste notre travail. On est des administratifs. On est censé être les garants de l'équité fiscale. Qui veut mourir pour l'équité fiscale? Un témoignage recueilli par Maximilien Carlier. Ouais, des mots très forts. À Mayotte, pendant ce temps-là, la situation est toujours plus que jamais sous tension. Une dizaine de policiers du RAID sont arrivés sur l'île. Une unité d'élite pour tenter de ramener le calme dans ce département français secoué par des violences entre jeunes de quartiers rivaux. Affrontements qui ont fait un mort et plusieurs blessés depuis une dizaine de jours. Estelle Youssoufa est députée Lyotte, Liberté, Indépendance, Outre-mer, Territoire. Elle dénonce l'indifférence des autorités de métropole. Chaque jour, il y a des barrages érigés par des hordes de centaines de jeunes mineurs, souvent étrangers, armés de cailloux, de machettes, de barres de fer qui agressent, tuent, pillent. Voilà, c'est notre réalité à Mayotte. Nous, on est reconnaissant que le ministère de l'Intérieur déploie des renforts avec le RAID. On espère que ça permettra l'arrestation des chefs de gang, mais il faut qu'il y ait aussi un effort au niveau de la justice pour permettre des condamnations. Et puis, il faut aussi attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire au niveau de l'immigration clandestine. 80% des affaires au tribunal à Mayotte concernent des étrangers en situation irrégulière. Nous, on a demandé au gouvernement qu'il y ait une prise en compte réelle de la crise à Mayotte pour éviter qu'on bascule dans la guerre civile. Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, elle répondait à Alexandre Chauveau. Votre santé, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Les maladies cardiovasculaires pourraient pourtant être évitées dans une très grande majorité de cas. Chaque année, près de 80 000 femmes en meurent. Les maladies cardiovasculaires tuent davantage que le cancer du sein. Elles restent pourtant largement ignorées. Lorsque le diagnostic est établi, il est souvent trop tard. 80% des décès pourraient pourtant être évités grâce au dépistage. Et c'est la mission du Bus du Cœur qui achève son Tour de France à Bobigny, en région parisienne. Reportage Clément Barguin. À peine entrée dans le bus rose, Françoise est prise en charge par une infirmière. Elle vient de me piquer sur le doigt pour contrôler le cholestérol, le diabète. Contrôle de la glycémie et des lipides, une des 10 étapes du parcours de dépistage réalisé par Mouna. Elle est infirmière. Ce qu'on fait essentiellement, donc, c'est tout ce qui est dépistage sanguin, qui permet effectivement de dépister un éventuel diabète, et un bilan lipidique qui permet de voir si effectivement il y a des problèmes au niveau vulgairement ce qu'on appelle du cholestérol. À cela s'ajoute entre autres un examen gynécologique, un entretien avec des médecins. La professeure Claire Mounier-Veillé est cardiologue et médecin vasculaire, cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes. Repérer les facteurs de risque cardiovasculaires et gynécologiques permet de proposer un bilan personnalisé à chaque femme et derrière une prise en charge dédiée. 80% des accidents cardiovasculaires sont évitables. Parmi ces femmes, certaines ne sont pas suivies. C'est le cas de Marie, 65 ans. À l'écho-doppler, on m'a découvert des plaques dans les artères carotides. Je ne m'y attendais pas. Grâce à ce dépistage, Marie va pouvoir être prise en charge rapidement par des spécialistes. Un reportage Clément Barguin, le Bus du Cœur des femmes restera à Bobigny jusqu'à demain. Le football, et si le Paris Saint-Germain quittait le Parc des Princes? C'est la menace agitée par le propriétaire du club. Le parc serait devenu trop petit, mais surtout trop cher. Explication Johan Tritz. Imaginez un peu la fin de ces ambiances au Parc des Princes. Les dirigeants du PSG évaluent en tout cas la possibilité de quitter l'antre historique du club. Pourtant, depuis plusieurs années, le propriétaire QSI souhaite racheter le Parc des Princes à la ville de Paris pour ensuite l'agrandir. Mais la somme demandée par la mairie est bien trop élevée, autour de 350 millions d'euros. Trop cher pour le club qui réfléchit aujourd'hui à des solutions de repli au total, soit déménager au Stade de France et ses 80 000 places, l'État qui cherche à le vendre pousserait d'ailleurs en ce sens, soit construire une nouvelle enceinte ailleurs. 2 sites ont été identifiés, le premier à Poissy autour du centre d'entraînement, le second à l'hippodrome de Saint-Cloud. Alors coup de bluff pour négocier aux véritables menaces. Les négociations pour le rachat du stade seraient toujours en cours. Johan Tritz. Merci beaucoup Christophe Lamar pour votre journal. Dans un instant.